J'ai oublié de changer la bonnette. Dans la précédente, elle était bleue. Là, je vais la mettre, je sais pas, en orange. Hein. Ça fait, ça fait tut. Voilà, je sais pas. Hop là. Voilà. Pas qu'on croit quand même que je fais les vidéos à la suite. Hein. Il faut bien qu'on voit. Faut marquer le pas quand même. Faut qu'on voit que c'est du boulot. Sinon mon Tipeee il va pas monter bien vite. Hein. Mon Tipeee vous le trouvez en lien en dessous là, donc tout en bas, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, mettre un like. Puis après vous avez le texte avec quelques liens, machin. Puis tout en bas vous avez le Tipeee puis mon MyTip. Vous pouvez gracieusement, généreusement me faire des dons pour compenser le travail phénoménal que je vous offre gracieusement, enfin dans l'espoir que vous me versiez. Voilà. Bonjour à tous. Alors là, on va parler de l'inutilité de l'Europe. Cette inutilité telle que les pays qui n'y sont pas vont tellement bien qu'ils payent très cher pour ne pas y être. Alors, la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande, c'est... voilà. On va donc faire le tour. Moi, je suis suisse. On va donc commencer par la Suisse, parce que la Suisse n'arrête pas de se prendre sur la gueule depuis qu'elle a refusé son adhésion à l'espace économique européen. Le 6 décembre 1992, ce que les Suisses ont appelé le dimanche noir, la Suisse a refusé par 50,1% de non son adhésion à l'EEE. Dans une campagne monstre, les populistes disaient que l'EEE c'était la porte ouverte à l'Union européenne et qu'on n'avait pas besoin de ça, qu'en réalité d'autres accords étaient possibles et que si on adhérait, nous aurions des hordes d'étrangers qui allaient nous envahir en raison de l'espace Schengen. Et nous, qui avions raison, les progressistes de Suisse de l'Ouest, disions qu'en réalité, non, c'est si on n'adhérait pas à l'EEE que ce serait la porte ouverte à l'UE et que nous devrions adhérer à l'espace Schengen pour accéder au marché unique européen. Mais voilà, la Suisse allemande profonde, les Suisses allemands profonds, c'est l'équivalent des Américains qui ont voté Trump, hein, vous savez, ceux d'Alabama, la machin, Géorgie, où ces endroits où si une femme avorte, elle risque la prison à vie, si un médecin l'avorte, il risque 99 ans de prison. Et ben c'est les mêmes. En Suisse allemande profonde, en Suisse, par exemple les Appenzellois de Rho d'intérieur n'ont jamais accepté le vote des femmes, hein, jamais. On a dû le leur imposer. Les femmes avaient acquis le droit de vote fédéral par référendum. Mais le droit de vote cantonal en Landsgemeinde, c'est vote à main levée en public, et ben ça les hommes n'ont jamais accepté. C'est le tribunal fédéral dans les années 70 qui a décrété que les femmes avaient le droit de vote dans tous les cantons. Voilà. Et donc, de facto, même s'ils avaient voté contre, eh ben, les femmes ont obtenu le droit de vote. C'est dire s'ils sont modernes et progressistes. Hein. C'est des gens qui sont exactement comme les Américains d'Amérique profonde. Libéraux à l'extrême, hein, pro-armes, xénophobes, racistes, homophobes, réactionnaires, conservateurs, sexistes, etc., etc. Enfin, de joyeux drills qu'on adore, quoi. C'est vraiment des gens absolument merveilleux à condition de les ignorer superbement. Et ces gens-là sont même descendus dans la rue à l'époque avec des fourches, des faux, en disant que si on adhérait à l'EEE, nous aurions la guerre. Ils nous feraient la guerre. C'est-à-dire que le Röstigraben, la frontière, la barrière de Rösti en français, qui est la barrière entre la Suisse romande et la Suisse allemande, une barrière qui n'existe pas, hein, je veux dire, c'est voilà. En réalité, les Suisses romands et les Suisses allemands, ça s'adore, hein, c'est pas même les arriérés. Hein. Le Röstigraben nous aurait débordé, et voilà. Et donc, finalement, ça fait qu'après cette campagne tapageuse, la Suisse n'a pas adhéré à l'EE. Et donc, elle s'est retrouvée contrainte, effectivement, à négocier des accords. C'est pour compenser les conséquences de cette non-adhésion à l'EE. Il faut savoir que dans la semaine précédant la votation de sur l'EE, toutes les entreprises européennes qui travaillent avec la Suisse ont suspendu leurs commandes. Jusque-là, tant qu'il n'y avait pas cette votation, la Suisse commerçait normalement avec l'Union européenne.
Et là, dans cette semaine-là, toutes les commandes ont été suspendues. Le lundi suivant, le dimanche 6 décembre 1992, les commandes étaient annulées. Et donc, la Suisse a vu son chômage multiplié par 3 avant fin janvier, quoi. Quelque chose d'inouï, hein, le chômage suisse a augmenté, multiplié par 3 en l'espace de 2 mois. Et donc, elle a dû trouver de nouveaux débouchés. Alors, certains patrons sont allés chercher ces débouchés en Chine. Alors, le Conseil fédéral a profité de l'occasion pour proposer à la Chine d'être le premier pays à la supporter pour son adhésion à l'OMC, en lui promettant que la Suisse serait leur première porte d'entrée sur le marché unique européen. Alors qu'à l'époque, elle n'avait plus cet accès au marché unique européen. Elle devait donc, elle se retrouvait contrainte de le négocier, mais elle l'avait envisagé, c'était décidé. De toute façon, la Suisse n'avait pas le choix, elle devait accéder à ce marché unique. Et les Chinois ont accepté. Des conditions ont été fixées. La Suisse a posé comme condition, par exemple, qui modernisent leurs orphelinats. On nous a montré des images à la télévision d'enfants qui étaient assis sur des bancs, attachés, toute la journée. Ils étaient toute la journée attachés, et puis prostrés. Voilà, c'était quelque chose d'atroce, c'était quelque chose d'insupportable. On a trouvé des EHPAD, enfin des maisons de retraite, où il y avait des petits vieux qui étaient dans leur lit, à peine nourris, les chambres n'étaient pas chauffées, c'était des immenses dortoirs avec des alignés de cadavres plus ou moins vivaces. C'était quelque chose de terrible, et donc la Suisse a exigé en échange que la Chine modernise ça, et la Chine l'a fait. Ils l'ont fait au-delà de toute espérance. Ils ont fourni des orphelinats magnifiques, des maisons de retraite terribles. Ils ont fait un progrès. Ils se sont modernisés brutalement. Ils ont fait des efforts. Et ils ont pu adhérer à l'OMC après que la Suisse les ait protégés. Et que les Chinois, en échange, leur ont confié du travail. C'est-à-dire que les Suisses se sont mis à fabriquer des pièces de montres pour les Chinois. Quand les Chinois sont venus en Suisse, ils ont regardé les montres, ils ont discuté avec les ingénieurs, on a eu des trucs très bizarres, on a vécu des moments très bizarres. Puis les Chinois ont dit on va apprendre à faire des montres, on va apprendre à devenir bon. Aujourd'hui, les Chinois font des montres très très sympas. Et dedans, il n'y a pas des mouvements suisses, mais dans les mouvements, il y a des pièces de mouvements suisses qui ont été fabriquées en Suisse, commandées par les Chinois. La Suisse est pas seulement championne de l'horlogerie, elle est surtout championne du décolletage. Alors, par exemple, des vis nanométriques. Vous croyez que c'est de la poudre, là, vous avez de la poudre de je sais pas quelle matière, de bronze, puis en fait, si on regarde au microscope, on voit que c'est des vis. La Suisse est championne du monde de ça, et donc les Chinois lui ont confié la fabrication de ce genre de produits, ce qui a permis de réduire le chômage, donc. Et la Suisse a obtenu ces accords bilatéraux, les premiers, qui étaient provisoires, qui lui donnaient un accès au marché unique provisoirement. Mais évidemment, la première condition pour l'accès au marché unique, c'était l'espace Schengen. Donc, ce que les populistes avaient dit, que nous aurions des hordes d'étrangers, blablabla, eh bien en fait, la Suisse l'a eu, obligé. Il n'y a pas d'accès au marché unique européen sans les adhésions à l'espace Schengen. Donc la Suisse a dû signer l'espace Schengen. Et puis les négociations ont continué, elles ont été extrêmement dures, extrêmement fermes, jusqu'à ce que l'Union européenne dise à la Suisse que voilà, maintenant c'était terminé. On ne va plus rien négocier du tout, jusqu'à ce que vous ayez mis tout en application. Ça a donné lieu aux bilatérales 2, qui sont entrées en vigueur en 1999. Et qui fait que la Suisse est littéralement membre de l'Union européenne en fait, sauf qu'en réalité, elle se contente de payer des masses d'argent pour accéder au marché unique sans avoir le droit de dire quoi que ce soit dessus, et puis évidemment en étant membre de l'espace Schengen. Mais par la suite, ça c'est compliqué parce que ces accords bilatéraux qui ont coûté si cher, qui ont été si durs à obtenir, ont une option, une clause appelée clause guillotine, qui stipule que si une des conditions n'est pas remplie par une des parties, l'autre partie peut renoncer aux accords bilatéraux unilatéralement.
Et donc, ça fait que la Suisse doit respecter toutes les conditions sous peine que l'UE annule purement et simplement les accords bilatéraux. Et donc, depuis, il s'est passé une série de choses, une série de contraintes que la Suisse a reçues, puis qu'elle a dû accepter, et qu'elle a accepté. Parce que l'Europe, c'est tellement de la merde, on n'en a tellement pas besoin, on est tellement bien quand on n'y est pas, qu'on fait tout ce qu'elle nous dit pour y être quand même. Et oui, c'est comme ça s'invente pas, c'est comme ça. Les Suisses, conscients de la nécessité de l'Union européenne, ont tout avalé. Tout, absolument tout. Ils ont mais vraiment tout avalé. Hein. Et alors, la première chose qui leur a été imposée, ça a été la fin du secret bancaire, la fin virtuelle du secret bancaire pour les ressortissants de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils avaient l'échange automatique d'informations. Ça signifie que n'importe quel ressortissant de l'Union européenne qui ouvre un compte en Suisse, la Suisse doit informer le système fiscal de son pays, comme c'est le cas dans l'Union européenne. Chose que pour la Suisse c'est carrément outrageant. Le secret bancaire est une institution, et elle ne le fait pas même pour son peuple. Si vous êtes résident fiscal en Suisse et que vous avez un compte dans une banque, c'est libre à vous de décider de le déclarer ou pas. Si vous ne le déclarez pas, ça ne prête lieu à aucune conséquence juridique. Simplement, la Suisse a inventé l'impôt anticipé. C'est un impôt de 32% qui est pris par l'organisme qui détient votre fortune et qui va prélever 32% des retombées de cette fortune. Le gestionnaire de fortune, banque, peu importe. Donc l'organisme en question prend tout l'argent, toute la richesse qu'elle a sur ses comptes, la totalité de ce que ça a rapporté, elle prend 32%, elle le verse à la Confédération. Ceux qui sont résidents fiscaux suisses peuvent ensuite librement déclarer cet argent, c'est-à-dire déclarer ces sommes, et alors ils se vont à rembourser leurs 32% et fiscaliser normalement sur cette somme. Donc libre à vous, en fonction de votre intérêt que vous auriez à déclarer ou pas, de le faire ou pas. Voilà. Donc c'est dire jusqu'où va le secret bancaire. Et là, c'est hors de question pour les ressortissants de l'Union européenne. Si vous êtes ressortissant de l'UE, vous allez ouvrir un compte en Suisse, vous allez devoir justifier d'où vient l'argent, et vous allez devoir savoir que cet argent sera signalé à votre système fiscal. Voilà, monsieur machin, madame truc, sont venus ouvrir un compte à l'UBS, voilà, ils y ont déposé 20 000 euros. Bon, puis voilà, puis ça figurera dans votre truc fiscal, quoi. Et donc ça, alors la Suisse a dû l'avaler, elle n'a pas eu le choix, elle a essayé de lutter, hein. Ça a donné lieu à 2 ans de négociation, mais à la fin, elle a dû accepter, pardon. L'Union européenne a refusé de transiger. Et la deuxième chose qui s'est produite, ça a été l'échange automatique d'informations judiciaires. Jusque-là, quand il y avait une enquête, alors il fallait ouvrir l'enquête en Suisse, et c'est un procureur suisse, juge d'instruction, tout ça. Maintenant, c'est terminé. La Suisse est dans le système judiciaire international européen, et si un juge français veut l'historique d'un compte d'un ressortissant de l'UE, la Suisse doit le lui transmettre sans discussion. C'est l'échange automatique d'informations judiciaires. Hors de question pour la Suisse, mais elle l'a fait quand même, parce qu'elle n'avait pas le choix. C'était ça ou clause guillotine. Et ça continue en 2014 avec le vote par référendum du rétablissement des quotas sur l'immigration. Les Suisses ont voté le rétablissement des quotas sur l'immigration. Oui, mais voilà, la Suisse est dans l'espace Schengen. Et donc, la question s'est très vite posée, que faire des étrangers issus de l'Union européenne? Parce qu'ils sont concernés par les quotas. Mais pour l'Union européenne, la question n'était pas là. Hein. C'est votre référendum. C'est ou bien il n'y a pas de quota, ou bien vous quittez, ou bien vous renoncez aux accords bilatéraux. Alors 2 ans de tergiversation politique, et finalement ils sont arrivés à un petit arrangement. Grosso modo, ça revient à dire que les quotas sont de ressortissants issus de l'Union européenne sont supérieurs à la demande. De sorte qu'en fait, les ressortissants de l'Union européenne n'atteignent jamais les quotas. Voilà, point. Avant, il y avait des quotas de Polonais, maintenant, c'est des quotas de ressortissants de l'Union européenne. Maintenant, les Polonais sont européens. Avant, c'était pas le cas. Pour la Suisse, c'était pas le cas. On comptait les Polonais. Maintenant, c'est fini. Voilà. Il a fallu en passer par là. Donc, le référendum, autant dire qu'il est passé à la trappe. Quasiment. Et en réalité, il y a eu d'autres conséquences pour la Suisse
comme le fait que lors de la crise de l'euro en 2000, qui a commencé en 2012, qui s'est prolongée en 2014, ça fait qu'en 2015, le franc suisse s'est envolé. Il s'est envolé, il a atteint des sommets, au point que l'industrie suisse était au bord de la faillite. Les montres suisses avaient pris 30% de valeur, elles ne se vendaient plus, alors elles ont été bradées, c'était quelque chose d'incroyable. Les usines envisageaient de leur déménagement en France voisine et en Allemagne voisine pour aller en euro, pour aller dans l'euro, quoi. Pour pouvoir continuer de produire, c'était vraiment... ils ont instauré la semaine de 50 heures. Ils ont licencié massivement. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et pour lutter contre ça, la Banque nationale suisse, pour la première fois de son histoire, est intervenue pour soutenir le franc, pour le ramener à parité, aussi proche que possible de parité avec l'euro, au point que ça lui a coûté tellement cher qu'elle n'avait plus les moyens d'acheter de l'or, et donc elle a décidé d'y renoncer. Et donc la Suisse a renoncé à la parité. Et avec les soubresauts qu'on imagine, et là l'industrie s'est carrément retrouvée à terre, il a fallu rééquilibrer l'économie, maintenant tout s'est stabilisé, tout ça va très bien, mais pendant 1 an, 2 ans, la Suisse elle a subi le contre-coup. Et là, maintenant, il vient de se produire un nouveau coup que la Suisse a dû avaler, pas le choix, hein. C'est la fin de l'équivalence boursière. À partir du 1er juillet de cette année, les titres des sociétés établies en Suisse ne peuvent plus être échangés sur les places boursières européennes. Lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. Et ça va faire très mal. Alors la Suisse en a pris acte, voilà, elle dit qu'elle va réfléchir. Je vous mettrai les liens en dessous. Lisez-les, vous verrez, c'est marrant. Mais en réalité... Imaginez la conséquence, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose... les sociétés établies en Suisse ne pourront plus échanger leurs titres sur les places boursières européennes. Ils pourront peut-être les échanger aux États-Unis ou à Bangkok, à Hong Kong, mais plus à Paris ou à Londres. Rendez-vous compte des conséquences. Et ça, la Suisse a dû l'avaler la même chose, parce que, ma foi, l'UE, sans l'UE, elle est morte. Donc, quand on vient dire que la Suisse est en dehors de l'UE et qu'elle va très bien... ça prête un peu à rire. Vous verrez, je vous mettrai quelques liens, ça va vous édifier sur la réalité de ce que vit la Suisse. C'est assez intéressant quand même. Donc non, la Suisse, elle n'est pas hors de l'UE, elle est simplement dans l'UE en la subissant. Elle ne fait que la subir. Si la Suisse n'avait pas écouté les populistes, qu'elle avait adhéré à l'EEE, elle n'aurait pas été contrainte d'adhérer à l'espace Schengen. Elle n'aurait pas été contrainte de renoncer à son secret bancaire, elle n'aurait pas été contrainte à l'échange automatique d'informations judiciaires, elle n'aurait pas été contrainte à respecter une immigration européenne illimitée, elle n'aurait pas été contrainte, on n'aurait pas pu lui refuser ses titres boursiers. Mais la Suisse l'aurait fait. Pour obtenir d'autres avantages en échange. Elle aurait tenu le couteau par le manche, et puis elle aurait obtenu d'autres avantages. Donc on voit les conséquences des populismes sur le long terme. C'est une catastrophe. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les populistes qui avertissaient à l'époque disaient, vous voyez, on vous avait bien dit que l'Union européenne c'était de la merde. Alors que c'est eux le problème. C'est eux qui ont créé la situation dans laquelle se trouve la Suisse. C'est pas l'Union européenne, c'est eux. Non. Faut quand même imaginer. Là, ils prétendent que l'Union européenne, vous voyez, elle n'est pas démocratique, nous on a voté, ils sont pas d'accord. Non mais attendez, si vous allez toquer chez le voisin puis que vous lui dites que vous comptez vous installer dans son salon puis qu'il n'est pas d'accord, vous n'allez pas lui dire que c'est pas démocratique quand même. Il est chez lui, hein. Franchement, voilà, c'est tout. Si on veut être dans l'Union européenne, on a le droit démocratiquement. Si on veut pas, on ne veut pas. Si on n'est pas d'accord, il y a personne qui oblige la Suisse à accepter les conditions de l'UE, personne. Hein. Donc ça n'a absolument rien d'antidémocratique. Hein. La Suisse n'a pas, l'Europe n'a pas à accepter les petits caprices suisses, évidemment. C'est pas comme ça que ça marche. Il s'agit de tirer tout le monde vers le haut, et ceux qui ne veulent pas être tirés vers le haut, tant pis pour eux, ils sont laissés sur le bas-côté, on va pas les attaquer, on va pas les obliger. Voilà. Bon, alors là, ça c'est pour la Suisse. On va parler un peu de la Norvège. La Norvège, elle, est membre de l'AELE et de l'EEE.
La Suisse est membre de l'AELE, mais pas de l'EEE, donc de l'espace économique européen. La Norvège est membre des deux, de même que le Liechtenstein, qui lui en plus a adopté l'euro. Donc il a renoncé au franc suisse, l'euro c'est tellement de la merde aussi, qu'il a renoncé au franc suisse pour adopter l'euro. Voilà, il n'est pas dans l'Union européenne, comme la Suisse, mais il a pris l'euro. C'est dire si l'euro aussi c'est de la merde. Et la Norvège, elle n'a pas pris l'euro, mais elle paye en masse de l'argent pour accéder au marché unique. Et en échange, elle a accepté l'espace Schengen, évidemment. Parce que c'est toujours pareil. Pour accéder au marché unique, la première des règles, c'est espace Schengen. Pas d'espace Schengen, pas de marché unique. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour le Brexit. Le Royaume-Uni exige des arrangements douaniers, puis l'Union européenne exige son adhésion à l'espace Schengen. Hein. C'est ce qui se passe. Et le fait que et ça crée des tensions de tous côtés. Donc là, la Norvège, elle, n'a pas adhéré parce qu'elle a le pétrole. Si la Suisse vit de l'évasion fiscale et de la gestion de fortune, elle gère le quart de la fortune privée mondiale, la Norvège, elle, est un gros producteur pétrolier et donc ne voulait pas partager son gâteau avec les autres. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas adhéré. Sur le fond, fondamentalement, ils n'avaient pas tout tort parce que c'est plutôt bien géré et puis ils en font plutôt du bien autour d'eux. Mais le fait est qu'on ne peut pas dire qu'ils soient hors de l'UE et qu'ils vont si bien. Déjà, c'est facile quand on a une manne pétrolière d'aller bien, hein, déjà. Et de même que de vivre de l'évasion fiscale, hein, la Suisse vit de votre argent quelque part. Hein. Même si cet argent il a dû passer par Bangkok ou Hong Kong avant d'échouer en Suisse, je veux dire, ça reste votre argent. Hein. Tout le monde gueule sur l'évasion fiscale. Eh ben, remerciez la Suisse parce que elle n'y est pas pour rien, hein, je vous le dis. Hein. Et donc, ça fait que en réalité, la Norvège, elle en dehors, elle va bien, oui, mais faut voir pourquoi, faut voir comment, puis il faut voir à quelles conditions. Donc elle paye pour accéder au marché unique. C'est tellement de la merde, ce marché unique, qu'il lui coûte une fortune pour y être quand même. On peut parler du Danemark. Le Danemark, lui, a une spécialité. Il est dans l'Union européenne, mais il n'a pas voulu l'euro. Par votation, les Danois ont refusé l'euro. Et donc, l'Union européenne, qui est beaucoup plus démocratique que ce qu'on dit, a accepté cette condition, mais sous une condition précise, c'est que le Danemark reconnaisse quand même l'acte unique. Et par conséquent, il fallait que la couronne danoise soit maintenue à parité. Et le Danemark a accepté, et ça fait que la couronne danoise doit rester à parité fixe de l'euro à plus ou moins 5%. Si jamais ils n'arrivaient pas à maintenir cette parité, ils se sont engagés à adopter l'euro dans les 2 ans. Donc voilà. Et jusque-là, ça va très bien, ils arrivent, malgré les crises. La Banque centrale, la Banque du Danemark a réussi à corriger la trajectoire. Ça, je pense, ça n'a pas toujours été facile. Hein, ils ont connu une période de crise industrielle à cause de ça. Mais ils y arrivent, ils s'en sortent, et donc ils maintiennent ça à parité. La Suède n'a pas l'euro non plus, parce qu'elle, c'est parce elle magouille pour ne pas répondre aux conditions indispensables à l'adoption de l'euro. Donc elle se maintient de manière à être non conforme aux règles de l'euro. Mais tout le monde sait que si, largement. Simplement, elle fait exprès de ne pas adhérer, sous prétexte qu'elle n'a pas les moyens ou Dieu sait quoi, au MES2. Et donc, comme la condition sine qua non pour avoir l'euro, c'est d'être membre du MES2, puis qu'elle ne l'est pas, voilà. Mais on est obligé d'être membre du MES2 pour être dans l'espace dans le traité de Maastricht, à condition d'en avoir les moyens. Et donc, la Suède retarde l'échéance, mais un jour aura l'euro, la même chose. On peut parler de l'Islande. L'Islande, qui bénéficie d'une histoire mythique. Dans les années 90, on les qualifiait de miracle économique islandais. À l'époque, on voyait des Islandais, l'Islandais moyen, qui était chanteur, berger ou ouvrier dans une petite usine, avec sa jolie maison à énergie passive, la Range Rover devant. Je rappelle qu'une Range Rover c'est 90 000 euros. L'Islande avait la plus forte concentration de Range Rover au monde. Et comment ça se fait? Par le crédit, tout simplement. Alors les Islandais vendaient au monde entier, en particulier aux Danois,
des titres sous prétexte qu'ils s'étaient gavés d'énergie renouvelable. Je connais personnellement des gens qui ont perdu 20 000 euros, qui ont eu tort de leur faire confiance. Et donc finalement, à force de se surendetter pour que tout le monde puisse bénéficier de ce miracle économique, l'Islande a fait faillite. Et là, l'État a essayé de sauver sa banque, parce que la plus grosse banque du pays, pour répondre à la soif de crédit, dissimulait les faits de manière à pouvoir continuer de vendre des titres pour pouvoir continuer de faire du crédit à la population. Et donc l'État a essayé de chercher l'argent pour sauver sa banque, la première banque du pays, mais en réalité la dette représentait 16 fois le PIB. 16 fois le PIB, c'était absolument exclu. C'était impossible, irréaliste, et donc l'Islande a fait faillite. Elle a fait faillite et les Islandais ont refusé de payer leurs dettes. Mais évidemment, le reste du monde ne l'a pas entendu de cette oreille. On ne parle pas comme ça de milliards pris aux épargnants, et puis non, alors on vous rembourse pas, tant pis pour vous, fallait pas nous faire confiance. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on a envoyé le FMI négocier, qui est parvenu à obtenir de l'Islande qu'elle reconnaisse 2 milliards. Les Islandais n'ont pas voulu accepter plus parce que, sous prétexte que personne ne leur a jamais rien dit. Bon, c'était pas trop de bonne foi, mais le but, c'est quand même des amis. Le but, c'est pas de les couler non plus. Et donc, ils ont reconnu 2 milliards. Et pour payer ces 2 milliards, pour 320 000 habitants, c'est énorme. Ils ont augmenté les quotas pêchés. Ils ont pu baisser leur monnaie, puisqu'ils n'étaient pas dans l'euro, ça c'est vrai. Ils ont fait baisser leur monnaie sensiblement, mais surtout ils ont augmenté les quotas pêchés, ils les ont explosés, multipliés par 4, sans autre forme de procès, de sorte que c'est le hareng et la baleine qui ont payé leurs dettes en 10 ans. Voilà, ils ont une constituante après la faillite qui avait été montée avec donc des citoyens pour essayer d'établir un nouveau système politique, avait donné lieu à des mois et des mois et des mois de palabres sans fin, sans jamais parvenir à s'entendre sur rien. Il n'en est ressorti qu'une seule et unique chose, c'est que la ressource naturelle était un bien commun. Comme c'était un bien commun, les Islandais ont pu décider communautairement de massacrer de la ressource naturelle pour la lui faire payer leur inconséquence. Et donc, c'est les poissons et les baleines qui ont payé leur inconséquence. Ça fait que, une fois leur dette payée, c'était si confortable, ils n'allaient pas en rester là. Mais l'Islande était sur la voie d'une procédure d'adhésion. Et les Islandais ont apprécié cette situation, que leur dette se rembourse toute seule. Hein. Alors, ils ont voté pour un gouvernement anti-UE. Pas farouchement anti-UE, mais disons eurosceptique. Et qui finalement a préféré retirer la demande plutôt que de se soumettre au jugement de l'Union européenne quant à leur quota pêchier. Hein. Et donc l'Islande est restée en dehors de l'Union européenne et continue, ils ont baissé les quotas, mais elle continue de surexploiter sa ressource halieutique et à massacrer des baleines pour payer maintenant non plus sa dette puisqu'elle a réussi à l'amortir en 10 ans grâce à ça, mais pour désendetter les ménages. Voilà comment les Islandais s'en sortent. Toute cette histoire a eu l'avantage de mettre le focus sur l'Islande et puis de générer cette espèce de mythe qui est apparu comme quoi les Islandais ont mis les banquiers en prison, les Islandais ont refusé de payer leurs dettes, les Islandais ont pu s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas l'euro, les Islandais, ce qui est tout faux, hein, ça les a bien fait rigoler, hein. Mais ça a eu l'avantage de mettre l'Islande sur un piédestal et donc de booster le tourisme comme jamais, au point qu'il commence à avoir des problèmes touristiques, de pollution, destruction de l'environnement, etc., etc. Ils doivent commencer à élaborer des règles. Enfin voilà, c'est la conséquence parce que le tourisme de masse, ça coûte aussi très cher, au moins autant que ça rapporte. Hein. Les touristes, ils débarquent là, quand ils ont fixé une cible. Le tourisme de masse, c'est vraiment des masses de touristes qui débarquent comme des criquets puis qui ravagent tout. Et l'Islande, on est là. Voilà. Eux qui étaient très très jaloux de leur marécage avec des farfadets puis des lutins, là maintenant ils ont des hystériques partout avec des 4x4 et puis des machins qui détruisent tout. Donc là maintenant ils sont en train d'essayer de s'adapter pour
ils songent même à établir des quotas, des quotas touristiques. Donc il faudra des visas pour y aller, et puis ils seront comptés. Voilà. Alors bon, voilà ce que ça signifie que d'être en dehors de l'UE. C'était surtout de la Suisse dont je voulais vous parler, parce que la Suisse, elle est sous le coup des accords bilatéraux, elle est entourée de l'Europe, hein, et elle subit l'Union européenne plutôt que d'y renoncer, tellement elle est en dehors, et puis qu'on y est bien en dehors, puis qu'elle va bien parce qu'elle est dehors. Voilà, ça c'est la réalité. La réalité, c'est que je pense que j'ai toujours pensé, et je continue de penser que la Suisse entrera dans l'Union européenne d'ici 2025. En tout cas, la procédure d'adhésion sera lancée. De même pour les autres pays. La Norvège voit son pétrole, l'ère du pétrole se terminer, donc il faudra bien qu'elle se cherche une autre voie. Et cette voie, ce sera naturellement l'Union européenne. Le Royaume-Uni est déjà en train de payer les conséquences du Brexit, alors même que ça ne s'est pas produit. En réalité, il va sortir, il va sûrement revenir dans la foulée, dès qu'ils auront vu que ce n'est pas réaliste d'être en dehors. Et puis en espérant que là, ils n'aient plus d'opting out, c'est-à-dire qu'ils vont adhérer, ils vont devoir prendre l'euro et tout. C'est peut-être même d'ailleurs pour ça que toute cette histoire de Brexit absurde a été initiée. Les Islandais, eh bien, une fois qu'ils seront désendettés et tout, qu'ils pourront rétablir les quotas à leur niveau normal, ils n'auront plus de raison de renoncer à l'Union européenne. Ils ont renoncé à l'UE, mais ils voulaient l'euro, on les a refusés. Ils ont menacé d'aller avec le Québec si on les voulait pas. Le Québec n'en a pas voulu. Ils cherchent quand même à s'associer parce qu'ils sont isolés là, ils se sentent isolés, donc ils vont pas se sentir isolés longtemps. Ils seront dans l'UE. Je pense que tous ces pays, vers 2025, ça va le faire. Et dans le cas de la Suisse, je pense qu'elle va le faire sans consultation populaire. Sur la base du droit de guerre, tout simplement parce que le Conseil fédéral n'aura plus le choix. Viendra un moment donné où la Suisse se verra imposer une condition qu'elle ne pourra pas respecter, puisqu'elle vit de tout ce à quoi l'Union européenne s'oppose vertement. Donc à un moment donné, elle va se retrouver face à un mur qu'elle ne pourra pas franchir, et dont la seule porte de sortie, ce sera soit la fin des accords bilatéraux, soit l'adhésion à l'Union européenne, et donc elle devra choisir l'Union européenne, puisque sans l'Union européenne, elle est rien. Quand vous avez des gens de la secte UPR là, qui vous disent que Asselineau il a raison de dire que la France a plus de milliers de traités et qu'il s'agit juste de revenir sur deux, c'est pas vrai. C'est complètement pas vrai, parce que on l'a vu avec la Suisse avant, qui a pu convaincre la Chine de lui donner du travail en échange de son soutien à l'OMC, mais c'était en arguant du fait que la Suisse se proposait d'être son premier pas dans le marché unique européen. Et il en va de même pour les milliers d'autres traités français. Si la France sortait de l'Union européenne, tout de suite, tous ces pays, tous ces bénéficiaires de ces traités appelleraient et diraient oui, alors maintenant que vous n'êtes plus dans l'Union européenne, vous comprendrez que notre intérêt n'est plus tout à fait le même, et donc nous voudrions revenir sur le traité. C'est forcément, si vous allez négocier en disant que la France est un pays majeur de l'Union européenne, ou que la France est un pays tiers de l'Union européenne, c'est pas du tout les mêmes conséquences, c'est pas du tout les mêmes intérêts pour celui qui négocie en face. Il peut avoir envie de négocier avec la France parce qu'elle fait partie de l'Union européenne, qu'elle en est un pays majeur. Si la France sort, c'est tout de suite moins intéressant. Puis au pire, s'il n'y a pas de traité, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est l'Union européenne. Et la Suisse là, mais elle s'en prend mais plein la gueule. Mais plein la gueule. À bientôt.